Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julien Deséchos, journaliste et directeur du média Sans Transition. Ça fait déjà plus de 11 ans qu'on organise des rencontres ici à la Boiserie de Mazan. Donc, je vois dans la salle certains qui sont habitués aussi à ces rencontres. Euh, Effectivement, on me signale qu'en 11 ans, les cheveux ont blanchi un peu. Bah oui, c'est normal. Donc le magazine met en avant dans les colonnes, dans les colonnes en ligne désormais, toutes les solutions et innovations en faveur de la transition écologique et sociétale. Installez-vous, mesdames. Nous organisons régulièrement des conférences, comme c'est le cas ce soir, à l'image de cette 11e édition des rencontres de la Boiserie, la Boiserie de Mazan, que je remercie au passage de nous accueillir à nouveau cette année avec le soutien de la commune. Cette conférence avec l'hydrologue de renom Charlène Descolonges, que je salue au passage et remercie également d'être à nos côtés ce soir. Bonsoir Charlène, pour ce premier opus d'un cycle de 4 rencontres intitulé Les pieds dans l'eau. Et oui, les pieds dans l'eau, parce que si on fait rien, on va tous avoir, toutes et tous, les pieds dans l'eau. Vous le savez, ça fait partie de la question du changement climatique qu'on va évoquer ce soir, qui va être aussi en trame de fond de notre sujet lié à l'eau. Alors, ce cycle se déroule de septembre 2025 au printemps 2026. C'est un cycle de 4 rencontres qui démarre, vous avez compris ce soir, qui est soutenu par le projet européen Leader, porté par le groupe d'action locale, le GAL Ventoux, en partenariat avec le Parc du Ventoux. Euh, Envirobat BDM et Coquelicot Provence, des soutiens précieux sans lesquels cette rencontre de ce soir ne serait pas possible. Voilà. Entreprises, collectivités, associations, syndicats, organisations locales, vous formez un parterre composite ce soir en tant qu'acteur du territoire qui essaie, et installez-vous messieurs, dames, qui essayez de vous engager de plus en plus pour prendre en compte la préservation de la ressource en eau dans vos projets et actions territoriales. Vous aurez tout le loisir d'en parler durant le temps des questions, dans la dernière demi-heure de cette rencontre. Voilà. Euh, D'ici là, on va donner la parole à nos invités du jour pour eh bien, plonger, c'est le cas de le dire, dans cette thématique de l'eau, une thématique qui a démarré sur le territoire avec les États généraux de l'eau en Vaucluse, lancés en décembre 2022 par le département, qui ont été suivis par des assises de l'eau en 2023, animées aussi par notre média à l'époque. Et aujourd'hui, on va essayer de poursuivre cette dynamique autour de la question de l'eau. Faire face à l'enjeu crucial de l'eau, c'est le titre de cette rencontre qui est aussi le fruit d'un travail collectif au sein d'un comité d'organisation composé d'une douzaine d'acteurs locaux sollicités par le média Sans Transition. On n'a pas voulu écrire ce cycle tout seul. On a choisi de solliciter des acteurs comme France Nature Environnement Vaucluse, Volubilis, le département, le CPIE 84, le collectif citoyen Eau Avignon, la radio RCF, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, ou encore la Fondation Massive. J'espère n'avoir oublié personne. Merci à vous pour ce temps précieux accordé à préciser collectivement ce projet qui démarre. Alors, place à présent au sommaire de cette rencontre. Une première partie avec la Maison régionale de l'eau et le GREC Sud, ici présent, qui nous présenteront un état des lieux dynamique de la ressource sur le territoire dans un contexte d'urgence climatique. Cette première partie durera une vingtaine de minutes et permettra à toutes et tous d'acquérir un socle commun autour des enjeux de l'eau sur le territoire. Elle s'en suivra une prise de parole aussi du département qui nous précisera de manière synthétique en tant que chef de file sa réponse politique face aux enjeux locaux liés à l'eau. La parole sera ensuite donnée à Charlène Descolonges, qui est ingénieure hydrologue, autrice, qui réagira pour nous partager son expertise, notamment à travers l'hydrologie régénérative. Voilà un programme dense ce soir qui démarre donc avec mes deux premiers invités, Karine Viciana, Maison régionale de l'eau, et Antoine Nico du GREC Sud. Merci à vous d'être là ce soir. Je vais vous passer la zapette pour pouvoir. Alors, l'idée, c'est quand même de dialoguer aussi, mais vous avez souhaité avoir des slides pour rendre, pour étayer votre propos, pour qu'on puisse acquérir tout ce socle commun que j'évoquais en introduction. Alors, Antoine, Nico, le GREC Sud, donc l'équivalent local du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, bon bref, une centaine de scientifiques dans le monde, tout le monde connaît normalement maintenant ce groupe et son antenne sur le territoire. Où est-ce qu'on en est par rapport au changement climatique sur le territoire et le lien avec l'eau, Antoine, Nico? Où est-ce qu'on en est? Première question. Alors, première question. Donc moi, je vais sur le territoire, je vais dézoomer. On va partir du global très rapidement. Alors, voilà.
On va partir du global. Où on en est? Là, on voit une augmentation des températures à l'échelle de la planète, donc une augmentation globale, qui nous montre qu'on est aujourd'hui en moyenne à plus 1,2 degré d'augmentation des températures à l'échelle de la planète. En 2024, malgré tout, on a passé un seuil symbolique, c'est le seuil symbolique des 1,5 degrés. Donc on ne l'a pas passé définitivement, mais on a mis un premier pied dans ce monde à 1,5, à plus 1,5 degrés. Les projections pour l'année 2025 montrent qu'elle devrait peut-être être légèrement en dessous de l'année 2024, mais malgré tout très très proche. Donc on est dans une dynamique très très rapide de l'augmentation des températures, donc cette augmentation de température qui va avoir des conséquences locales, régionales et locales. Je vais dézoomer un peu quand même sur le bassin méditerranéen et sur même, on pourrait dire, sur les zones méditerranéennes. On voit que c'était un petit article du GIEC qui montrait que la Méditerranée est un hotspot du changement climatique. Et d'ailleurs, l'ensemble des zones méditerranéennes, on le voit sur l'autre carte, excepté le Brésil qui n'est pas une zone méditerranéenne. Mais voilà, et que dans ces régions-là, les sécheresses devraient augmenter à l'avenir. Ce qu'ils disent, c'est que, et le MEDEC, qui est un autre groupe qui travaille sur le bassin méditerranéen, le dit, que ça sera une des régions les plus affectées, en particulier en ce qui concerne les cycles hydrologiques et donc les tensions autour de l'eau. Pour introduire, pour caricaturer un peu, on n'a pas beaucoup de temps, c'est que la très forte hausse des températures va renforcer les caractéristiques méditerranéennes du climat. On va avoir une sécheresse estivale plus longue, probablement plus longue et plus intense. On va avoir une augmentation de la variabilité des précipitations d'une année sur l'autre, et voire dans les régions. La variabilité des précipitations, c'est vraiment une caractéristique des précipitations méditerranéennes. D'une année sur l'autre, ça peut aller du simple au double, voire du simple au triple. Cette variabilité, elle va augmenter. Et l'autre point, caractéristique aussi de la Méditerranée, c'est qu'on va vers une augmentation de l'intensité des précipitations, et on l'observe depuis les années 60. L'intensité a tendance à augmenter, elle a dû augmenter autour de 15%, donc avec des épisodes méditerranéens plus violents. Donc là, je vais zoomer sur la région. Alors ça, c'est une température, l'augmentation des températures régionales. Elles sont très similaires à l'augmentation des températures du territoire. Ce qu'on voit, c'est que depuis les années 60, cette courbe, elle est depuis les années 60, on a une augmentation à peu près, en tout cas de plus de 2 degrés d'évolution, d'augmentation sur le territoire. Les années 2022-2023 sont les plus chaudes et jamais enregistrées à l'échelle de la région. C'est cette hausse des températures qui va être le moteur de toutes les évolutions des composantes du système climatique. Et là, on peut dire, avec cette hausse des températures sur le territoire, on ne va pas tout décliner, mais juste dire, en lien avec l'eau, qu'on va avoir des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues. On l'observe déjà, ça va se poursuivre. On va avoir des précipitations plus intenses, on l'observe, c'est déjà arrivé dans le passé, ça arrivera encore, plus fréquemment, on ne sait pas, mais de façon plus intense, très probablement. Et autre point qui concerne aussi la région, c'est une très forte augmentation du risque incendie, avec la probabilité de feux extrêmes qui augmente. Et toujours penser que ce risque incendie ou des grands incendies peuvent avoir des conséquences également sur la ressource. Parce que quand il n'y a plus de forêt pour stabiliser les sols, il y a des sols qui s'en vont, on a moins de rétention d'eau, il y a des débris, etc., etc. Donc avec forcément des conséquences potentielles sur les milieux aquatiques et sur la ressource. Et je vais finir juste, pour ne pas aller plus loin, territorialement, dans les jours qui viennent, vous aurez un panorama des effets du changement climatique sur le territoire qui va sortir, un cahier qui a été commandé par le Parc naturel régional du Ventoux. Et puis sur les ressources en eau sur la région, vous avez aussi un cahier qui est à votre disposition. Merci Antoine pour ces premiers éléments. Là, on voit bien la mesure de ce qui nous arrive. On le savait déjà, mais ça y est, maintenant on le constate. Et ça a des conséquences d'un point de vue sur l'eau, sur la ressource et sur, bien sûr, nos quotidiens. Donc Karine, où est-ce qu'on en est? On a vu au niveau du climat et au niveau de l'eau sur le territoire. Merci. Alors au niveau de l'eau, on a besoin là aussi un peu de dézoomer, pas à l'échelle planétaire, comme l'a fait Antoine, mais pour comprendre aussi la situation de l'eau dans le Vaucluse. On va zoomer sur la région. On est une région qui est riche en eau. Une région où il y a de l'eau dessus, il y a de l'eau dessous.
L'eau de dessus, 26 000 km de cours d'eau qui vont parcourir le territoire, des Alpes à la Méditerranée, bien sûr avec des climats, des reliefs, des tendances différentes, donc forcément des hydrosystèmes, des cours d'eau différents, avec des torrents dans les Alpes, avec une forte capacité de charriage qui vont être alimentés par la fonte des neiges. Au milieu, en Provence, des rivières qui vont naître depuis les collines calcaires et qui vont paisiblement parcourir les territoires. Cette grande rivière que vous voyez là au milieu, la Durance, qui est, on le verra, d'importance majeure sur tout l'équilibre de l'alimentation en eau de nos territoires. Et puis, tout un tas de tout petits cours d'eau aussi sur le littoral qui ont, vous le voyez ici, souvent été sacrifiés, endigués, canalisés, chenalisés pour gagner en surface urbaine, etc. Et qui n'ont pas forcément les débits nécessaires, notamment en période estivale, pour satisfaire les besoins. Et quels sont ces besoins? Quand vous le voyez, on a de l'eau. On a des grands aquifères aussi, j'ai oublié de vous le dire, on le verra tout à l'heure. Donc de l'eau souterraine, on en a dans des ressources karstiques, d'autres types de ressources, on en parlera. Mais là, où s'expriment les besoins, vous le voyez, les besoins, c'est les points rouges. C'est notre région, plus de 5 millions d'habitants, dont 80% de la population de PACA est installée dans 4 pôles urbains. Vous connaissez celui d'Avignon, forcément, celui de Marseille, celui de Toulon et l'agglomération de Nice. Des territoires qui se sont installés et des activités qui se sont installées là où il y a le moins d'eau, forcément. Donc il y a une région qui est riche en eau, mais pas partout. On a nos réserves d'eau qui sont surtout dans les Alpes, dans le nord, c'est le château d'eau, et des besoins qui s'expriment majoritairement sur un littoral qui est un littoral déficitaire en eau. Donc pour répondre à ces besoins, je reviens en arrière forcément, pour répondre à ces besoins, on a une culture en Provence depuis toujours du transfert d'eau. Il y a eu des grands aménagements structurants qui ont été réalisés, qui ont débuté à la moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, vous le voyez, tous ces réseaux, tous ces canaux qui vont transférer l'eau depuis les Alpes, notre château d'eau, avec 2 retenues majeures. Serponçon, dans le 0,5, qui stocke plus d'1,2 milliard de mètres cubes d'eau, et la chaîne du Verdon, ici également, avec notamment le lac de Serponçon. Ces 2 retenues sont la clé de voûte de tout l'équilibre de l'alimentation en eau de la région, et ces canaux qui vont amener donc de l'eau sur le territoire pour satisfaire les différents besoins. Voilà ce que ça donne, cette lecture donc de l'eau sur les territoires. On a donc une solidarité, soyons très clairs, des Alpes à la Méditerranée, une solidarité qui a été quand même imposée par ces grands aménagements structurants, pas de concertation, rien du tout. On était dans des époques où il fallait équiper, l'État maîtrisait tout. Et aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est de nos équilibres en eau. Quand vous regardez un peu, notamment les bâtons. Les bâtons, c'est quoi? C'est des bâtons par département. Le bâton bleu, c'est le bâton des prélèvements. Voilà ce qui est prélevé dans chaque département. Et le bâton orange, c'est ce qui est distribué, donc utilisé dans chaque département. Et c'est là où on voit comment s'exprime la solidarité de l'eau, avec des départements, encore une fois Château d'eau, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, qui vont être prélevés, et des territoires qui vont profiter, et notamment les Bouches-du-Rhône, vous le voyez, le Bouches-du-Rhône qui est obligé d'importer de l'eau pour satisfaire, mais également le 2e département qui importe de l'eau, le département de Vaucluse, on va zoomer justement là-dessus. Un seul département est à l'équilibre, les Alpes-Maritimes. Pourquoi? Parce que comme leur nom l'indique, les Alpes-Maritimes. Donc ils ont effectivement un climat, un relief de l'eau dans les Alpes qui va pouvoir descendre par le fleuve Var et alimenter donc les besoins en eau de l'agglomération. Alors forcément, nous, on va s'intéresser particulièrement au Vaucluse ici. Où est-ce qu'on peut zoomer maintenant sur le Vaucluse pour bien comprendre la situation et puis aller même jusqu'au Ventoux, puisque
Tout le à fait. Vaucluse, et aussi le Ventoux. Alors rapidement, ben voilà, le département de Vaucluse, hein. Voilà, voilà où on est, voilà où nous en sommes. Voilà aussi ben, les consommations qui prélèvent et qui utilisent de l'eau dans le Vaucluse. Donc ben, une terre fortement agricole, on est un peu le jardin, le potager, hein, de la France. On a aussi, ben, par le Grand Avignon, mais aussi pas mal de communes, bon, des besoins comme partout pour l'alimentation en eau potable. Quand on voit la provenance donc des prélèvements, on a une dépendance quand même très très forte à la Durance majoritaire, et aussi l'utilisation de ressources locales dont le Miocène, on en parlera. Donc cette nappe d'intérêt stratégique où on va zoomer dessus. Donc si je zoome encore plus sur le territoire, on a de l'eau, hein, on le voit, on a des cours d'eau qui s'écoulent est-ouest, de très beaux cours d'eau. On a aussi de l'eau souterraine, on en parlera. On le voit ici, 700 km de cours d'eau, donc des grands bassins, hein, le Lèze, l'Aigue, le grand bassin de l'Ouvèze, avec des rivières assez emblématiques, dont notamment la Sorgue. Je suis obligée de la citer, je vois le syndicat du Sorgue ici parmi nous, ça fait plaisir. Voilà, des rivières emblématiques, et puis après, toutes ces rivières qui vont se jeter dans le Rhône, et d'autres cours d'eau qui sont donc des tributaires de la Durance. Et des aquifères alluviaux, des eaux souterraines, et là, qui sont d'intérêt stratégique majeur, sur lesquels les regards se tournent pour aller très très vite, une nappe, donc on en parle, hein, une nappe karstique, ce qu'on appelle donc la nappe des monts de Vaucluse, donc de l'eau qui va couler dans ces paysages calcaires de Pagnol que vous connaissez, c'est paysage très très fracturé où l'eau va circuler assez vite pour descendre à des profondeurs diverses et variées. Deuxième grand aquifère karstique d'intérêt, c'est le karst du Luberon, là aussi, ces territoires. Puis d'autres types d'aquifères, des nappes alluviales. Donc les nappes alluviales, c'est de l'eau souterraine qui est plus en surface, qui a des taux de régénération plus rapides et qui vont accompagner en fait les principales cours d'eau du territoire. Et cette dernière nappe-là, hop, on en parlera, que je fais apparaître là maintenant, qui est cet aquifère du Miocène. Et on y va, et on en parle tout de suite. Enjeu stratégique. Ouais, d'enjeu stratégique, on en parle sur la diapo qui suit. Pour autant, on a de l'eau, mais pour autant, il y a des territoires aujourd'hui sur lesquels il y a un vrai déséquilibre quantitatif. Et je vais vous parler de ces 4 bassins, parce que l'enjeu, il est là aussi. Hein. Donc, de ces 4 bassins qui sont sur le terme de ZRE, de zone de répartition des eaux. C'est des territoires sur lesquels il y a un déséquilibre quantitatif structurel. C'est des territoires où les ressources locales ne peuvent plus satisfaire les besoins. D'accord ? Donc, c'est des territoires sur lesquels, quand on est désigné en ZRE, il y a forcément une réglementation renforcée. C'est des territoires, vous le voyez, donc le bassin du Lèze, en rouge en haut, le bassin de l'Aigue, ça c'est tous les territoires qui sont en ZRE, le bassin de l'Ouvèze et une partie du bassin amont et médian du Calavon qui sont en déséquilibre. Déséquilibre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau qui est prélevée, donc il n'y a plus assez d'eau dans la rivière pour faire ce qu'on appelle pour soutenir des débits biologiques. Donc les débits biologiques, aujourd'hui, c'est la quantité d'eau qu'il faut pour le vivant, pour nos hydrosystèmes, pour que cette biodiversité puisse être résiliente. Donc sur ces bassins-là, il n'y a plus assez d'eau, et on va demander à ces territoires-là, et c'est déjà en cours, hein, à ces territoires de s'organiser, de mettre en place, là aussi un acronyme un peu particulier, des PTGE, donc des projets de territoire, où on va demander aux gens, aux acteurs, à tous les utilisateurs de l'eau, agriculteurs, eau potable, industriels, etc., de faire des efforts pour retrouver un équilibre quantitatif. Et l'équilibre quantitatif, c'est surtout l'été, c'est les périodes, donc les mois de juillet, août, septembre, où il faut relaisser de l'eau dans les rivières. Et voilà les objectifs quand même à atteindre sur ces territoires. Vous les voyez là. Donc il va falloir, sur le territoire du Lèze, arriver quand même à diminuer de 20% tous les prélèvements sur le territoire, sur les mois de juillet à septembre. Sur le bassin de l'Aigue, c'est moins 40%
de prélèvements à avoir sur les mois de juillet à octobre. Sur le territoire, on va zoomer dessus, qui nous intéresse, c'est moins 30%, et sur le bassin du Calavon, moins 20%. Donc une obligation de sobriété dans nos usages pour atteindre les objectifs. Et là, on voit bien que la marche, elle est quand même assez haute. Ça a démarré quand même, les PTGE. Ah oui. C'est parti, les PTGE ici. Donc les acteurs commencent à agir, mais on n'est pas encore, évidemment, au 20, 30, 40%. Alors, sur le bassin du Calavon, ils sont organisés depuis longtemps, etc. Ils ont même dépassé les objectifs. Donc, ils ont réussi tous à aller jusqu'à des fois moins 60%, certaines années sur ce bassin-là. On peut zoomer peut-être sur le bassin, juste pour... Zoomons sur votre bassin, parce que, moins 30%, qu'est-ce que ça veut dire? Si on le regarde par usage, donc un tableau un peu rébarbatif va arriver, mais voilà ce que ça veut dire sur votre territoire. Vous avez ici donc les usages sur le bassin. Voilà les volumes qui sont prélevés à l'étiage, donc quand le cours d'eau a le débit le plus bas, les mois d'été. Voilà aujourd'hui l'eau qui est prélevée par type d'usage. Voilà où il faudrait en arriver en termes de volume prélevable. Donc voilà par usage les volumes d'eau bruts qui vont être économisés pour retrouver des équilibres et retrouver donc des débits biologiques dans les cours d'eau de ce territoire. Peut-être dernier zoom, parce qu'on en parle beaucoup, pardon, chaque fois j'ai tendance à parler debout, c'est cette, justement, aquifère, cette nappe du Miocène, donc un aquifère majeur sur le territoire. Vous voyez sa superficie, sa répartition, qui touche aussi, bien sûr, le territoire où nous sommes, un aquifère, donc de l'eau, un aquifère très, très, très complexe. L'aquifère du Miocène s'est formé, alors déjà le Miocène s'est formé donc il y a plusieurs millions d'années. Il y a cette cuvette de Valréas et cette cuvette de Carpentras qui pendant des millions d'années se sont remplies de sable, de grès, de marne, etc. Des couches de millefeuilles. C'est comme un millefeuille qui est parfois déstructuré. Donc on a différentes couches d'eau. Différentes couches d'eau avec ce qui nous intéresse quand on s'intéresse à la ressource en eau, c'est certes à quelle profondeur elle est, et on voit qu'on a un aquifère plus ou moins profond selon les territoires, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le taux de renouvellement de cette nappe, parce que c'est pas parce qu'il pleut que forcément ça va mieux et que les nappes se remplissent, surtout dans cet aquifère du Miocène, où pour l'instant il est d'une telle complexité qu'il y a plein d'études qui sont lancées pour mieux comprendre son fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 10 000 forages à l'intérieur de cet aquifère. Donc on sait aujourd'hui des taux de renouvellement assez forts. On a réussi à dater des eaux dans différentes couches qui ont 20 000, 30 000, 40 000 ans. Il y a même un forage sur Sorgue où on a daté l'eau a 50 000 ans à l'intérieur. Donc vous voyez, ces âges de l'eau sont très très importants, et avec en plus des taux d'infiltration, des vitesses d'infiltration, on va dire, qui peuvent être extrêmement lentes. C'est-à-dire, il va falloir à la goutte d'eau parfois 10 ans pour des fois en un an, on va dire, pour être plus facile, en un an, elle va pouvoir effectuer que 10 mètres en profondeur. Donc aujourd'hui, voilà, tous les regards se posent là-dessus. Donc il faut développer la connaissance, mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout organiser la gouvernance de cette nappe. Parce que si aujourd'hui on a des structures de gestion sur nos rivières, donc on organise, on gère les rivières de façon concertée, intégrée, etc. Sur ces aquifères, pour l'instant, il n'y a pas de gouvernance et de gestion collective. Alors pour l'instant, peut-être que c'est des choses qui évolueront, mais en tout cas, là, on a bien compris maintenant, grâce à vous, où est-ce qu'on en est. Maintenant, peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, avant de passer la parole à Géraldine Collonges, où est-ce qu'on va d'un point de vue, évidemment, déjà climatique, les prévisions, et qui forcément, il y a un impact sur le cycle de l'eau. Oui, alors, le futur, en fait, c'est toutes les composantes du cycle de l'eau qui vont être affectées. Donc, peut-être ce qui est un peu contre-intuitif quelquefois, c'est qu'en fait le moteur de l'évolution de la quantité d'eau et de la qualité de l'eau demain, plus que les précipitations, le vrai moteur, ça va être l'évolution des températures.
Et ça va être le vrai moteur. L'évolution des températures qui va avoir un rôle sur la diminution de l'enneigement. Et donc, par rebond sur la longueur de la période d'étiage et sur les assecs. Les températures qui vont avoir un rôle sur l'évaporation, l'évapotranspiration, qui va avoir un rôle sur la sécheresse des sols notamment. Alors que sur les précipitations en elles-mêmes, à part une légère diminution qui serait peut-être attendue en été, on a beaucoup d'incertitudes et surtout on ne voit pas de réelles évolutions. Donc le moteur des tensions qu'on va avoir sur l'eau dans les années à venir, ça va être réellement l'augmentation très rapide et très forte des températures. Pour anticiper ces évolutions futures, parce que c'est difficile aujourd'hui, il va falloir mettre en place des solutions, des stratégies de territoire, repenser collectivement nos usages, mais il faut avoir un peu, pour le mettre en place, une idée des évolutions futures de l'eau. Et pour ça, il y a des données qui existent, qui facilitent la projection dans le futur, ce qui n'est pas toujours simple. Donc pour ça, pour anticiper les évolutions, il y a des données qui permettent d'identifier les trajectoires du climat, les trajectoires hydrologiques. Et ça ne suffit pas, parce que les données, il faut savoir les interpréter, même si quelquefois elles sont très simplifiées. Il faut pouvoir interpréter ces données. Pour ça, il faut des connaissances. Pour pouvoir interpréter les données, en connaître les limites et les utiliser. En connaître les incertitudes, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Pour les utiliser, malgré tout, il faut des connaissances. Et puis après, pour continuer à anticiper, il faut du dialogue, il faut de la concertation pour traduire ces trajectoires en termes de vulnérabilité locale. Ce n'est pas parce qu'on connaît les impacts qu'on connaît réellement les vulnérabilités. Et ça ne concerne pas que les scientifiques, ça concerne l'ensemble des usagers du territoire et notamment le monde socio-économique. Et donc, comment on va évaluer les vulnérabilités locales, sectorielles et mobiliser le pool de solutions adéquates selon ces trajectoires, selon les caractéristiques du territoire, les caractéristiques physiques, écologiques et aussi selon les secteurs économiques et géographiques, démographiques de ce territoire. Alors rapidement, pour les données, je vais faire très très vite parce que l'intérêt quand même c'est l'échange et on est en train de prendre le temps. Vous avez Climadiag. Alors la TRAC, c'est une trajectoire, on parle souvent de scénario. La France doit s'adapter à une trajectoire de plus 4 degrés en 2100. Pour ça, Météo France a fait 2 sites. Je crois qu'il y en a un autre, mais c'est les 2 sites principaux. Dans les barres blanches, là, vous tapez votre commune et vous aurez tous les indicateurs d'évolution des températures et de plusieurs variables d'évolution de l'eau, de certaines variables extrêmes. Et sur Climadiag Agriculture, il y a même des variables adaptées directement au secteur agricole. C'est extrêmement simple d'accès. Par exemple, ici, je crois que j'ai mis Mazan, et effectivement, j'ai tapé Mazan. Et si on a des projections d'évolution des températures, je ne vais pas rentrer dedans. Ce qu'on voit, c'est que la référence, c'est la petite sphère grise et les 3 sphères jaune, orange et rouge, c'est les projections de température. L'écart entre ces 3 sphères, c'est l'incertitude. On voit que pour l'évolution des températures dans le futur, là, par saison, on va encore d'ici, là, je ne sais plus si j'ai mis 2050 ou 2100, je ne l'ai même pas mis. Oui, c'est 2100. D'ici 2100, on va prendre encore 4 ou 4,5 degrés sur le territoire. Ça peut monter selon la trajectoire, ça va être à 4 ou 5 degrés. Donc par contre, ce qu'on voit, c'est que les cercles sont très resserrés, donc avec très peu d'incertitude. Après, vous pourrez trouver le nombre de jours annuels très chauds qui va exploser aussi, et le nombre de nuits chaudes qui va passer de 16, la période de référence c'est autour des années 2000, et on en aura d'ici 2100 plus de 71 nuits par an à plus de 20 degrés sur le territoire. Donc là, on renvoie tout le monde après sur le site pour voilà, aller plus loin. Et n'hésitez pas à aller sur le site, il y a plein de séries comme ça. Juste sur un autre indicateur qu'on trouve, c'est les précipitations. Ce qu'on voit par rapport aux températures tout de suite, c'est qu'il y a un fort écart entre les sphères. On ne sait pas si les précipitations vont monter ou baisser. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes entre les valeurs extrêmes et les valeurs maximales et les valeurs minimales. Donc beaucoup d'incertitudes. Donc ce n'est pas franchement les précipitations qui vont être le moteur aujourd'hui. Peut-être, si on n'était que sur les incertitudes basses, les précipitations vont jouer un rôle très important sur l'eau dans le futur. Pour l'instant, c'est les températures le moteur principal. Et même s'il y a des incertitudes, surtout s'il y a des incertitudes, travailler collectivement sur nos usages de l'eau et notre rapport à l'eau sur un territoire, c'est extrêmement important. On a bien compris ce double enjeu. Et voilà, je passe vite. Donc là, voilà, ça c'est des conséquences. On voit le bilan hydrique en été. On voit qu'en été, on va malgré tout, même avec précipitations constantes, vers un assèchement des sols, donc vers une aridification du territoire.
Et je passe pour les retraits gonflement des argiles. Et là, moi, je vais juste finir que il y a aussi des modèles qui travaillent sur l'évolution des débits. Ils ont été retravaillés avec le projet Explore 2 et qui montrent que là, c'est sur les débits de Louvèze où en été et en hiver, sur des horizons proches et moyens, on a des grandes différences, mais on voit surtout, je vais être sur l'été, on voit qu'en été, d'ici 2100, on sera avec des débits sur Louvèze de moins 38%. J'ai mis en dessous, là, sur l'année, on voit quand même qu'il y a des marges d'erreur assez grandes. C'est aussi, elles intègrent des marges d'erreur liées aux précipitations. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des données qui permettent d'essayer de dessiner l'évolution du territoire en ce qui concerne l'eau sur les territoires. Il faut savoir s'en emparer. Elles sont extrêmement faciles d'accès. Elles sont un peu plus difficiles à interpréter, mais surtout, ça va permettre de... Merci, merci Antoine pour ces éléments. On a bien compris où on allait, du coup. Et un dernier mot, Karine, Oui, peut-être sur, vraiment très brièvement pour terminer, sur l'enjeu stratégique de la nappe de la Durance, qui est quand même la zone d'où vient la majorité de l'eau que l'on boit ici en Ventoux. Oui, c'était juste Très pour brièvement. corroborer très rapidement les propos d'Antoine, hein. Pareil, hein, on a de la donnée, on sait où on va. C'est juste pour vous montrer que cette nappe alluviale, comme tu l'as très bien dit, c'est quand même l'alimentation en eau de la majorité des Vauclusiens. Et quand on sait que c'est une nappe qui est vraiment connectée à la rivière avec des échanges fréquents, etc., on a aujourd'hui les données globales sur le territoire durancien. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est cette période la plus critique, la période estivale, hein, où il y aura le moins d'eau et où les besoins, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du tourisme, que ce soit de la population, vont augmenter. Vous avez ici les débits, les prévisions de réduction de débit. Ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, dès aujourd'hui, on a, encore une fois, de la donnée scientifique. À nous, territoires, aux élus, aux acteurs économiques, etc., de s'organiser pour qu'ensemble, on puisse trouver les solutions d'adaptation pour la résilience de nos territoires. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette présentation. Et j'en profite pour vous prendre un des deux micros. On va partager les micros. Voilà, et on va justement, ça tombe bien, on a aussi des politiques dans la salle et on a parlé de réponses politiques. Et c'est le moment aussi d'entendre le département sur ce volet-là. Voilà, je me tourne vers Marielle Fabre, qui est élue conseillère départementale au département, et puis Océane Galtier, bonjour, à votre droite, qui est chargée de mission au département également. J'ai envie de vous demander déjà, vous avez écouté cette présentation avec attention, j'imagine. J'ai envie de vous demander, face à ce constat, finalement, comment évidemment, le département s'est impliqué sur le sujet de la ressource en eau. Quelle réponse politique vous avez pu apporter ou vous souhaitez apporter? Oui, alors je rejoins ce que disait Madame. C'est vrai que c'est de la responsabilité des élus de réfléchir à l'adaptation du territoire dans sa globalité. Et c'est pour cela dès 2023, Dominique Santini a lancé des ateliers thématiques sur l'eau pour se questionner sur comment économiser l'eau et comment préserver la ressource et comment la gérer. En rassemblant plus de 200 participants lors de ces ateliers. Je pense que vous y avez participé. On avait également rassemblé autour de la table l'Agence de l'eau, le service de l'État, la région, le syndicat des eaux et d'assainissement, des syndicats de rivières, des parcs, des universitaires, des gestionnaires d'irrigation, la chambre d'agriculture, des communautés de communes et bien d'autres encore, puisque l'objectif, c'est que ça ne devienne pas une guerre de l'eau sur le territoire. Et pour cela, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et on s'est aussi rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes connaissances à ce sujet, pas tous la même sensibilisation, et que certains avaient des informations que d'autres n'avaient pas, et qu'on s'est aperçu que
n'avaient pas forcément l'habitude de parler entre eux. Et donc, le partage de connaissances est essentiel. Et c'est pour ça que le département s'est positionné en chef de file sur ce sujet-là, d'être le coordinateur de toutes ces actions, de façon à donner du sens et de la cohérence aux actions publiques, mais aussi privées, de façon à avoir par la suite l'assurance que ce que l'on fait ne va pas à l'encontre d'autres démarches. Et ça nous paraît essentiel et on s'en rend compte sur les territoires. Je prends un exemple, hein. Vous pouvez avoir une commune qui est en manque d'eau et puis celle qui est au-dessus a de la réserve en eau. Enfin, je schématise, hein, mais c'est un peu ça. Et que comment on partage l'eau, le territoire, il est grand. L'eau, elle tombe à un endroit, mais ne va pas forcément servir à ce site-là. Et c'est tout ce travail-là qu'il faut faire, et c'est continuer à sensibiliser tous les acteurs de l'eau afin qu'on obtienne des résultats probants et sécuriser notre territoire à ce sujet. De notre côté, donc, on a tout un plan d'action qui a été mis en place au niveau du département. Et ça, on va en parler juste Océane, avec Océane. Océane en parler, mais voilà, l'essentiel, c'est ça, et surtout de connaître avant d'agir. Et donc, ça, c'est le gros du travail. Hein, c'est le gros du travail. Okay. Alors, c'est vrai que le temps politique, je crois que l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, le temps politique, et c'est souvent ce que demandent les citoyens, d'ailleurs, c'est de l'action et du résultat tout de suite. Là, sur un sujet comme celui-ci, il ne faut pas se précipiter. L'enjeu est majeur. C'est une question de survie. C'est ce qui est compliqué parce qu'on voit quand même que le temps presse. Oui, le temps presse, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. On a à la fois des temps de sécheresse et puis on a aussi des temps d'inondation. Et le risque d'inondation aussi augmente. On l'a vu récemment, je veux dire ce week-end. Moi, je suis sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. On a regardé en précipitation. On n'a jamais eu autant d'eau qui est tombée en si peu de temps sur notre territoire, depuis que les mesures sont prises. Donc, donc ça a créé des désordres qu'on n'avait pas connus jusqu'à présent. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même prendre notre temps, parce que créer de la réserve en eau, ça n'a pas d'intérêt. On a souvent entendu parler des bassines, mais les bassines, pourquoi faire et avec quels résultats? On a une méconnaissance sur nos ressources souterraines qui sont des réserves naturelles, mais il ne faut pas non plus les exploiter à outrance. Donc tout ça nécessite du temps pour agir, et que l'argent public soit utilisé à bon escient et un véritable intérêt pour les années à venir. Merci à vous. Peut-être rapidement également, Océane Galtier, chargée de mission eau, les points clés du plan d'action. Alors, l'idée, c'est pas de faire un listing, c'est quand même de nous donner les grandes marches déjà. Du coup, de quoi il est question, s'il vous plaît? Le plan d'action du département, il est composé en 5 axes. Le premier, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est connaître en fait. Et ça part sur le principe que les ressources superficielles, on commence à les connaître, mais on a pendant longtemps oublié ces ressources souterraines qu'en fait, on ne les voit pas, donc on a tendance à les oublier. Du coup, on a priorisé sur cet axe connaître 4 thématiques, donc le karst, dont on a parlé tout à l'heure, la recharge des nappes, le partage de connaissances avec une base de données de tous ces ouvrages sur la ressource souterraine pour essayer de les répertorier, de savoir où ils sont, en quelle quantité et à quoi ils servent. Et une dernière thématique qui est la nappe du Miocène, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Sur cette nappe du Miocène, qui est très très grande en fait, qui est notre réservoir pour une grande partie de la population. Parlez bien dans le micro aussi. On s'est rendu compte que sur une nappe de 1000 km², on avait 7 points de suivi. Et c'est pas possible de suivre une nappe qui est à 1000 feuilles avec juste si peu de points de suivi. Donc on a commencé nos actions à se prioriser sur ce point-là. Cette année, on a rajouté 7 points de suivi en plus sur cette nappe. Donc on commence à mailler un petit peu le territoire. Il y a aussi d'autres acteurs qui se sont mis en place autour de ce Miocène, avec la chaire universitaire d'Avignon Université, qui va lancer aussi 2 thèses pour connaître un peu mieux cette nappe, pour qu'ensuite on arrive un petit peu à estimer les volumes qu'il y a, les volumes qu'on peut exploiter et les volumes qu'il faut laisser pour savoir ce temps de renouvellement dont tu parlais tout à l'heure, comment il est, et pour pas qu'on vide notre ressource essentielle.
Ensuite, on a l'axe sécurisé, comme on disait, ne pas laisser des territoires sans eau, avec le plateau de Sceaux qu'on va accompagner financièrement. Ensuite, on a un axe économisé parce qu'il faut faire des économies aussi pour tous les acteurs. Donc, le grand public, on essaye de le sensibiliser. Nous, on fait des actions en interne pour faire des économies d'eau. On a un appel à projet à destination des collectivités pour faire des économies d'eau. On a 5 petits projets qu'on a accompagnés, mais c'est des petits projets aussi qui font avancer les choses. Donc, des récupérations d'eau de pluie, d'installation de toilettes sèches, réparation de fuites sur les réseaux et de la réutilisation des eaux usées traitées. Une étude de réutilisation des eaux usées traitées. On a des actions pour économiser, pour aider les agriculteurs, avec un nouveau dispositif pour mieux irriguer directement à la culture, à la parcelle, pour voir quand on donne de l'eau au bon moment et quand la plante en a vraiment besoin. Une bonification des aides pour les agriculteurs, pour les irrigants collectifs, pour tout ce qui est matériel économe en eau. Et un renforcement du suivi et de l'accompagnement de l'organisme unique de gestion collective de l'eau, l'OUGC. Pour protéger notre quatrième axe. Ce sera le quatrième, parce qu'il y en a 5, c'est ça. Donc Donc peut-être déjà, on a donné quand même une bonne partie du plan d'action, ou très brièvement sur les 2 derniers. Il faut que je dise le plan d'action en entier. J'ai Je peux compris, pas mais m'arrêter là. mais en très bref, s'il vous Oui. plaît. Du coup, protéger, on a 3 actions. On a la première qui est soutenir la restauration du grand cycle de l'eau avec un appel à projet sur les solutions fondées sur la nature qui va être lancé en fin d'année normalement. On a un dispositif pour préserver les zones humides qui a été bonifié et augmenté. Un dispositif pour soutenir la gestion intégrée des rivières. Et ensuite, le dernier axe qui est l'axe innové avec 2 actions. Une étude qui sera lancée sur les cultures plus adaptées à la ressource en eau et une étude sur la réutilisation des eaux usées traitées qu'on va commencer également pour connaître un petit peu le potentiel de notre territoire et surtout savoir sur quel territoire, niveau environnemental, la ressource en eau est trop importante et où on ne pourra jamais faire de la réutilisation des eaux usées traitées. Merci beaucoup. Donc, du coup, maintenant, je veux bien le micro, s'il vous plaît. On a une vision plus claire du plan d'action. Maintenant, je vais passer la parole à Charlène Descolonges, donc hydrologue, autrice, conférencière. Et merci encore d'être avec nous ce soir. Vous avez, Charlène, écouté avec attention, bien sûr, la première partie de contextualisation. Ça vous a donné aussi des éléments complémentaires. Voilà, vous n'aviez pas forcément en tête la situation aussi fine ici en Ventoux et en Vaucluse, et même au niveau de la Provence. Alors, peut-être une réaction sur le constat et aussi ensuite sur la réponse politique qui est apportée sur le territoire. Alors, merci beaucoup pour l'organisation, pour l'invitation et pour votre présence sur ce temps pro pour parler des enjeux locaux qui sont évidemment très problématiques, très préoccupants, malheureusement assez communs, je dirais, à l'ensemble du pourtour méditerranéen. On en est tous à peu près au même point. Et le constat, je trouve qu'il est hyper clair, hyper précis. Merci pour cet effort de vulgarisation et de pédagogie qui est remarquable. Et voilà. Et en plus, c'est graphiquement très, très, très bien expliqué, très bien exposé. Donc, je pense qu'on a les éléments, en fait. On peut toujours continuer à améliorer les connaissances. Il faut le faire, c'est sûr. On a aussi, on sait aussi où il faut aller, quoi. Et je crois que maintenant, il faut avoir ce courage-là de dire quelles sont ces trajectoires qui sont désirables, réalistes, et celles qui le sont moins. Donc, je le détaillerai un peu plus dans la keynote, peut-être. Juste après, on va effectivement explorer avec vous une keynote pour rentrer dans pour partager votre expertise autour des enjeux liés à l'eau. Donc la réponse politique, juste, je reviens quand même là-dessus. Là, ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, je connais aussi vos travaux, vous, la partie sobriété, je crois que c'est quand même un des leviers les plus importants que vous poussez. On C'est l'a le entendu premier. tout à l'heure avec la Maison régionale de l'eau aussi. Pour vous, c'est le Premier. l'item number one, quoi. Oui. C'était vraiment, c'est peut-être 50% de l'objectif, il est là. Alors, il faut Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait, si on voulait faire les choses effectivement de manière orthodoxe, les quantifier, ces leviers. Et donc, je ne peux pas dire que ce sera 50%, mais par contre, c'est clair que c'est la priorité numéro 1, que c'est celle qui est poussée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse,
que c'est toutes les autres agences de l'eau qui soutiennent aussi cet effort. Et l'Adour-Garonne, bassin du Sud-Ouest, eux, sont dans une situation plus critique, avec des efforts d'économie qui sont énormes, et en fait ils n'ont même pas le choix, c'est-à-dire que ça va s'imposer à eux, donc ils vont devoir faire avec moins, ça c'est sûr. Donc après, maintenant c'est effectivement comment on s'organise, comment on organise les filières agricoles, parce que c'est de ça dont il s'agit, comment on anticipe aussi les pertes économiques, ça c'est une réalité, mais c'est ça en fait, ces vraies décisions du courage, c'est celle-ci. Et évidemment tout ce qui a été cité dans les actions, c'est ce qu'on retrouve un peu partout, le levier de sobriété, la substitution en dernier recours, et puis les solutions fondées sur la nature au maximum. Pour terminer, avant de vous laisser la parole sur votre keynote, est-ce qu'il y a des territoires qui sont très en avance en France? Est-ce qu'il y a des régions qui ont pris le large, si j'ose dire, sur cet enjeu? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je crains que beaucoup de territoires ont fait énormément de choses, et j'en vois et j'en rencontre de plus en plus. Mais je rencontre beaucoup de territoires qui disent on fait déjà tout, on fait déjà de l'hydrologie régénérative. Alors je trouve que c'est un peu présomptueux, mais par contre, c'est clair qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. Alors justement, on va vous laisser la parole pendant un petit quart d'heure pour vous écouter, nous expliquer ce qu'il y a derrière le terme notamment d'hydrologie régénérative et nous partager votre expertise. Préparez vos questions aussi. Merci beaucoup. Alors là, vous voyez une image d'une magnifique rivière en tresse de chez vous. Et elle est une des dernières en fait que vous avez sur le territoire. Ces paysages-là sont extrêmement précieux d'un point de vue de la biodiversité et d'un point de vue aussi de la ressource en eau, parce que ce que vous voyez, ce sont plusieurs chenaux qui s'entrelacent, mais qui sont profondément connectés à la rivière et la nappe de surface. Donc c'est ce qu'on forme, ce qu'on nomme l'hydrosystème. Ce que vous voyez sur cette image, c'est un hydrosystème. Une rivière avec plusieurs chenaux, connectée à sa nappe alluviale, connectée à la ripisylve sur les côtés, connectée aux zones humides. Et c'est ça, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est reconnecter l'ensemble pour faire face aux crues éclairs qui vont être de plus en plus importantes avec le changement climatique, faire face aussi aux sécheresses. Donc, ces paysages, malheureusement, nous les avons perdus. Je vais y revenir un peu sur les causes, mais ils sont menacés. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas un hydrosystème, une rivière en tresse qui est en bonne santé. D'après le diagnostic de l'Agence de l'eau, cette rivière n'est pas forcément en bonne santé. J'y reviendrai. Et pour aller très rapidement en 5 étapes, et puis pour ce soir, je développerai un peu plus largement ces axes. Oui, ça sera 1 heure tout à l'heure de conférence, voilà. À partir de 20h30. Donc là, je vais y aller très très vite sur les ressources, les usages, les impacts, les bouleversements planétaires et le changement climatique, et la manière dont on peut agir et non agir aussi. Une chose dont on n'a pas du tout entendu parler jusqu'à présent, au début de ce temps pro, c'est la question de l'eau verte. Donc l'eau verte, c'est un concept qui a été avancé par une hydrologue suédoise en 1989, Malin Falkenmark, qui définit cela comme l'eau de pluie qui est infiltrée et contenue dans les sols, dans la zone non saturée, donc c'est les premiers mètres du sol. Cette eau-là, qui est contenue dans les sols, elle est évapotranspirée par le végétal, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. Et bien cette eau verte, la limite planétaire a été franchie. Je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés avec Julien, on a parlé à Montpellier de cette limite planétaire qui a été franchie. Elle l'a été aussi en France. Et tant qu'on ne parle pas de l'eau verte, on ne peut pas comprendre véritablement ce qui se passe avec l'eau bleue. L'eau verte, ça représente à l'échelle mondiale 50% des précipitations continentales, au moins, entre 50% et 2/3. C'est d'après la littérature scientifique. Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand on atteint les limites planétaires de l'eau verte, et pour les raisons que je vais expliciter tout à l'heure, eh bien, on peut impacter les régimes des pluies des régions voisines et des pays voisins. Et ça, c'est assez nouveau dans la science de l'hydrologie, et on a besoin d'étudier s'il y a une amélioration de connaissances à faire, ce serait bien sur l'eau verte. L'hydrosystème, on en a entendu un petit peu parler, alors je le redéfinis ici, c'est un ensemble de rivières connectées
à leurs affluents d'amont en aval, mais aussi à leur système hydrogéologique pour remplir cette alliance invisible et magique entre les nappes et les rivières, si bien que, comme je disais, quand les rivières débordent en hiver, alors certes elles débordent en hiver, mais elles alimentent les nappes, puisque en été, c'est l'inverse qui se produit. Si vous avez de l'eau qui coule dans la rivière, c'est bien grâce à la nappe d'accompagnement qui donne de l'eau et de l'eau fraîche. Et ça, les milieux aquatiques en ont bien besoin. Donc on a besoin de rétablir ces connexions, et là, on ne peut pas faire l'économie des réductions de prélèvements dans ces nappes pour soulager ces nappes et qu'elles puissent effectivement rétablir cette connexion avec la rivière. Et on ne peut pas non plus faire l'économie de rendre l'espace aux rivières. Je le redis une deuxième fois, rendre l'espace aux rivières. L'espace de bon fonctionnement, c'est un nouveau credo de l'Agence de l'eau. Et en fait, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas avancer dans la voie de la régénération. C'est le préalable. Donc l'hydrosystème, il révèle ça. Je ne vais pas revenir sur les hydrosystèmes du Vaucluse qui ont été brillamment décrits précédemment, mais simplement montrer qu'à gauche, il y a donc tous ces chevelus hydrographiques, et je les ai même donc effectivement décrits au plus petit niveau, le premier ordre de Strahler, pour montrer que ces petits chevelus ont de l'importance, même s'ils ne coulent pas l'été. Et qu'il y a ce phénomène d'intermittence qui va être de plus en plus important. Ça reste des rivières et elles ont leur importance, et l'objectif, ce serait effectivement de les garder en eau le plus longtemps possible. À droite, vous avez les systèmes hydrogéologiques avec à la fois du karst, à la fois des alluvions et des nappes très profondes. Donc, vous l'aurez compris, c'est très complexe. Petit mot sur l'état des masses d'eau. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est en dehors du champ. En fait, tout ce que je vais vous montrer là, c'est l'existant avant le changement climatique. C'est ce dont on hérite. Là, l'état des masses d'eau superficielles, c'est quelque chose qui nous vient de la directive cadre européenne sur l'eau depuis l'année 2000. On a un objectif d'atteinte de bon état, et comme vous le voyez sur les petits camemberts à gauche, on n'a pas atteint le bon état des masses d'eau superficielles en France. Ici non plus, et c'est quelque chose, je dirais, d'assez généralisé. Petit zoom chez vous sur tous vos petits cours d'eau, alors pas que des petits d'ailleurs, surtout les gros, mais on n'a pas atteint le bon état pour des raisons écologiques notamment. Donc ça veut dire quoi écologique, hein? Ça veut dire morphologie des cours d'eau, ça veut dire paramètres biologiques, physico-chimiques, les macro-invertébrés, les poissons, etc. C'est ça le bon état écologique. Et donc tous ces milieux aquatiques sont sous pression. Sous pression, je vais y revenir tout à l'heure, morphologique, et sous pression de la demande en eau. Cette demande en eau, elle est importante, on l'a vu, elle est déjà en excès par rapport aux ressources en eau disponibles, et on peut s'interroger, eh bien, justement, les acteurs locaux, les habitants, les élus des territoires, quelle trajectoire ils vont emprunter. France Stratégie a fait cette étude de la demande en eau à l'horizon 2050 et a modélisé, en se concertant aussi avec les acteurs locaux, sur les évolutions des prélèvements et des consommations en eau. Donc là, vous voyez la consommation. La consommation, c'est l'eau qui ne retourne pas directement dans l'hydrosystème, qui est consommée par évaporation. Donc cela concerne essentiellement l'agriculture irriguée et les centrales nucléaires en circuit fermé, celles qui évaporent. Et comme vous voyez, donc scénario tendanciel, on ne bouge rien. Donc vous, a priori, vous serez, en termes de consommation, vous allez augmenter un peu les quantités d'eau consommées. Idem sur les scénarios politiques publics, et seul un scénario de rupture qui envisage un déploiement massif des pratiques agroécologiques qui va réduire fortement la demande énergétique en eau, la baisse de la consommation de viande, la diversification des productions agricoles. Seul ce genre de mesures permettrait de réduire drastiquement les quantités d'eau consommées. Voilà, on a les trajectoires, on sait où potentiellement on va devoir aller. Et avant ça, donc, ce que je vous disais dans l'héritage, c'est avant le changement climatique, c'est ça.
tous les impacts cumulés sur les hydrosystèmes étaient là avant le changement climatique. Et donc là, j'appelle à la barre le changement de couverture et usage intensif des sols, l'appropriation de l'humidité des sols, donc l'appropriation de l'eau verte. Sur l'eau bleue, les stockages artificiels, qui ont des répercussions majeures sur les hydrosystèmes, tout comme les aménagements hydrauliques, tout comme les prélèvements et les consommations. Je ne parle pas des pollutions et encore moins du changement climatique. Et tout ça, en fait, le changement climatique est un révélateur. Il va amplifier, exacerber, intensifier tous les désordres de fond qui sont déjà présents sur nos territoires. Ça, c'est un exemple donc je vous illustrerai tout à l'heure dans la conférence d'1 heure tout ce que je viens de dire précédemment. Je fais un petit arrêt sur les manifestations de ces dégradations sur l'eau bleue à travers 2 extrêmes, les inondations, les sécheresses. Et là, vous avez donc je vous renvoie vers le site internet AquaRepère qui fait un diagnostic territorial complet sur l'eau. Et qui y a fait l'historique effectivement des inondations problématiques sur votre territoire. Et donc, certes, il y a eu les inondations historiques de 1993, mais on voit que vous êtes un territoire qui est d'une manière générale sensible, vulnérable à ce risque-là. Idem pour les sécheresses. Avec cet historique plus récent, hein, on va dire que la sécheresse de 2022 a été un accélérateur du suivi de ces arrêtés-là, et donc avant, on n'a pas forcément la profondeur, mais vous êtes effectivement un territoire très vulnérable aux sécheresses et aux arrêtés de sécheresse. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les projections, mais juste dézoomer à l'échelle française, qu'est-ce que ça donne en fait, le changement climatique à un horizon lointain, avec un scénario pessimiste. Donc ce sont toujours pareil, encore une fois, les résultats de l'étude Explore 2, qui nous dresse en fait une France métropolitaine coupée en 2, entre les Alpes et La Rochelle, avec une moitié sud qui va tout simplement s'aridifier. On va avoir une baisse des quantités de précipitations. J'abonde ce qui a été dit là, une étude qui vient de sortir cet été et qui a étudié la progression en fait, du régime méditerranéen sous différents scénarios climatiques. Et moi, en fait, elle m'a fait pleurer, cette étude. Je vous le dis tout simplement, ça a été effroyable quand j'ai vu ça, parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas prêt. Potentiellement, ce que vous ne voyez pas sur cette image, c'est que dans un scénario pessimiste, à la fin du siècle, 85% de la France métropolitaine est concernée par un régime méditerranéen. Des sécheresses longues, sèches, longues et intenses, avec des vagues de chaleur. Et en fait, la forêt ne sera pas prête. Elle n'aura pas le temps de s'adapter. Les incendies vont être beaucoup plus nombreux. Enfin, voilà. Moi, ça me fait peur. Et je crois qu'on n'a pas pris la mesure en fait de tous les impacts en cascade qui vont être générés par ça. Donc je reviens sur ça, et effectivement on aura des répercussions sur les hydrosystèmes, en particulier les hydrosystèmes de montagne qui vont voir leur régime hydrologique complètement changer, évoluer de glaciaire à nival à pluvial, et donc des modifications sur la dynamique de renouvellement des hydrosystèmes et de recharge des nappes. Je vous renvoie effectivement sur tous les rapports et les études de Explore 2, et tout ça nous amène en fait à nous poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on peut toujours améliorer nos connaissances. Maintenant, on les a, les connaissances. On a même fait l'effort de les localiser. On a même fait l'effort de sensibiliser, d'informer. On le fait tout le temps. Et maintenant, il faut faire des choix et des non-choix aussi. Je crois que c'est vers ça que je vous encourage à aller, c'est-à-dire du renoncement. C'est-à-dire qu'il y a ça a été dit d'ailleurs par Madame la vice-présidente, que des ouvrages de substitution de stockage, type méga-bassines, sont une aberration en soi, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau souterraine protégée de la qualité et de l'évaporation pour les mettre en surface, soumise à évaporation, à réchauffement, pour une forme d'agriculture intensive qui va provoquer des problèmes qualitatifs par derrière.
Donc effectivement, ça c'est une forme d'aberration, mais je le mets volontairement et c'est peut-être très provocateur de ma part, je m'en excuse, mais à côté des ouvrages de dérivation, parce que moi ce que j'observe en parcourant le Rhône, c'est que ces projets-là se démultiplient partout, sur tout le Rhône. Et là, on est en train, très sérieusement, d'évoquer la possibilité de tirer Aqua Domitia jusque dans les Pyrénées-Orientales. Moi, je m'inquiète véritablement sur jusqu'où on va, sur un Rhône qui a déjà non seulement qui va subir tous les effets du changement climatique, qui se réchauffe à une vitesse absolument folle avec les centrales nucléaires en circuit ouvertes. Et donc voilà, moi je sais pas, je m'interroge et je pense qu'il y a profondément besoin d'interroger d'abord les besoins et le modèle agricole en place qui est demandeur en eau, ça on peut l'entendre, mais je pense qu'il y a d'autres voies possibles à travers la sobriété et la régénération notamment. Donc je parle vite fait de la reuse parce que ça c'est quelque chose qui a été révélé avec 2022 et je pense que c'est une bonne idée sur le papier. Il faut quand même pouvoir l'étudier et pour le coup si on doit faire des études c'est du cas par cas sur ça. La reuse c'est pas la solution miracle et ça c'est pareil. Il y a beaucoup d'études qui sont déjà sorties sur le sujet. Mais je crois qu'on a un petit problème technique. Je pense que c'est les téléphones portables à proximité des baffes. Donc, faire gaffe au soutien à l'étiage qui est permis justement par les stations d'épuration qui vont devoir traiter davantage. On va à l'hydrologie régénérative ? Allez, on va sur l'hydrologie régénérative. Ça marche. L'hydrologie régénérative, c'est une science émergente qui parle de la régénération des cycles de l'eau par les prismes de l'eau verte, par le vivant, aussi, qui a cette capacité à régénérer des hydrosystèmes dégradés. Donc l'hydrologie régénérative, elle a une vision, celle de la résilience des territoires, ça veut dire aussi transformer les territoires, notamment l'aménagement du territoire, face aux risques de sécheresse, incendie, inondation, érosion des sols qui seront exacerbés par le changement climatique. Et on pourrait... donc on a travaillé sur la définition de ce que c'est que l'hydrologie régénérative en termes d'aménagement du territoire. Il y a 5 principes très simples à retenir. Vous voyez, c'est RISE en anglais, DESIR en français, en verlan. Et les principes sont simples, c'est ralentir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols et les sous-sols, donc recharge passive des nappes plutôt que la recharge active. Évapotranspirer comme étant les moteurs des cycles de l'eau verte et aussi les climatiseurs naturels dans les points chauds. Mais cette évapotranspiration n'a de sens que si on diversifie la couverture végétale et les faciès d'écoulement dans les cours d'eau. On se base aussi sur un triptyque, encore une fois très simple, eau, sol, arbre. Il y a déjà énormément de choses qui existent sur les sols. Les pratiques agroécologiques qui vont augmenter le taux de matière organique dans les sols permet de stocker davantage d'eau dans les sols à travers des couverts végétaux, à travers tout un tas de techniques en agriculture qui sont déjà à l'œuvre. Mais ça n'a de sens que si l'on intègre les chemins de l'eau naturels et artificiels. Et donc, ralentir, infiltrer, stocker dans les sols et les sous-sols. Et évidemment, l'arbre est la pièce maîtresse de ce design pour tout un tas de raisons. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le décliner dans plein de milieux. Milieu forestier, milieu agricole, milieu rivière, milieu urbain. Milieu forestier, je vais aller très rapidement là-dessus, je vous en parlerai surtout pendant la conférence. L'ONF travaille sur le modèle de forêt mosaïque. Ils intègrent une plus large part au processus de libre évolution qui permet à la forêt de se régénérer d'elle-même. Et là, ils commencent, ça y est, vraiment à intégrer le modèle éponge pour garder l'eau dans les sols et reméandrer les rivières dans les systèmes forestiers. Donc, peut-être que l'ONF va retrouver sa petite lettre E, l'Office national de l'eau et des forêts, qui fait le lien entre les deux. Je parcours très rapidement parce que le contexte agricole, c'est celui qui vous intéressera le plus. Et ce qui est absolument très opportun chez vous, c'est que les principes d'hydrologie régénérative s'appliquent parfaitement dans un contexte viticole avec des systèmes agroforestiers qui tiennent compte de la topographie, du relief, pour infiltrer et stocker l'eau dans les sols et les sous-sols.
Donc on a déjà des choses qui existent, des choses qui émergent. On est en train de réaliser des territoires pilotes avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée autour de Valence, avec des viticulteurs, des arboriculteurs, des éleveurs, pour tester un certain nombre d'aménagements qui permettent de garder l'eau dans les sols. Et l'association que je co-préside donc fait des suivis scientifiques pour mettre à disposition de la donnée, de l'information sur comment ils ont fait et quels effets ont été produits sur ces milieux. Et vous accompagnez donc les différents territoires C'est ça. vers la mise en place d'une hydrologie régénératrice très C'est ça. concrète. Très concrètement, on fait ça. C'est dans un contexte agricole, c'est très situé, mais notre message, il est de dire il faut le faire à l'échelle du bassin versant. C'est une échelle cohérente pour que tout le monde s'y mette et que les efforts qui soient consentis par les agriculteurs soient aussi soutenus par des efforts des acteurs forestiers, des urbanistes et tous ceux qui aménagent le territoire. Donc c'est ça l'histoire qu'on raconte, et aussi autour des rivières, donc ça c'est un milieu urbain, milieu rivière en contexte urbain, et évidemment, et ça c'est mon préféré, l'alliance avec le castor, parce que c'est ça la question de la régénération, c'est le partage de l'agentivité de l'action sur les territoires. Les humains ne sont pas les seuls à agir sur les milieux. C'est pour ça que j'ai du mal avec le concept de solution fondée sur la nature. Ça suppose que seul l'humain peut agir, alors qu'en fait, les castors qui ont 8 millions d'années d'expérience de la rivière... Ça fait même sauter. On est en train de perdre le son, là? Non? Ça a l'air celui-là a sauté? Ouais, il a sauté. Allez, on va prendre un autre. Merci. Allez, ce n'est pas encore la fin du monde, Terminé. juste une baffle qui saute. Voilà, mais les castors, et ça en fait tout ça c'est une littérature scientifique très riche aux États-Unis, qui nous vient des États-Unis et qui nous montre que en fait les castors sont les meilleurs pompiers en fait contre les incendies et permettent de limiter les crues, les sécheresses, etc. Voilà, donc c'est un ensemble de solutions, l'hydrologie régénérative, qui doivent être déployées massivement à l'échelle des territoires en tenant compte de l'échelle bassin versant. Et c'est pas que technique, c'est évidemment éminemment démocratique et pour ça, pour nous en tout cas, la voie principale, c'est celle du dialogue et le dialogue territorial. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Merci Charlène Descolonges. On va l'applaudir. On va vous passer la parole. Vous avez eu le temps de réfléchir à des questions ou peut-être aussi vous voulez nous partager une solution ou des actions que vous menez concrètement sur le territoire. Donc c'est le moment de lever la main. Je vais vous passer le micro. Alors on va essayer de prendre un maximum. Bonsoir. Un maximum de questions. Brièvement, oui. S'il vous plaît. Je m'appelle Pierre Leclerc et je suis coprésident de la Fédération nationale des associations d'inondés. C'est le volet inondation dont Madame a parlé tout à l'heure. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, J'en ai de moins en moins en plus. Je suis fier en tant que Vauclusien de savoir qu'on avait la culture du transfert de l'eau dans le Vaucluse. Par contre, je tenais à dire qu'on n'a pas du tout la culture du transfert des idées. Parce que de l'autre côté du Rhône, c'est pas loin. Pugeot, c'est pas loin. Bellegarde, c'est pas loin. Nîmes, c'est pas loin. Il y a des tas d'idées pour gérer l'eau dans les différents aspects et pas simplement les inondations. Et il n'y a pas moyen que les idées traversent le Rhône. Il y a 40... Vous voulez des exemples ? Bah oui. Voilà. Il y a 40 réalisations qui seraient des exemples formidables. On va commencer par un peut-être déjà. Oui, mais bien sûr. Je fais le temps. Donc 40 qui seraient d'exemples, formidables exemples dans des régions très comparables. Je ne parle pas des Cévennes, je vous dis Bellegarde, Pugeot, on est comme ici. Alors, un exemple, les carrières. Quand les gens font des carrières, les carriers, Lafarge, etc., font des carrières, eh bien, dans le Gard, la DDT leur dit, pourquoi pas, mais il faudra accepter que quand elle sera finie, quand vous l'abandonnerez, elle serve à écrêter les crues. C'est-à-dire qu'on y enverra les cadereaux, ils appellent ça comme ça là-bas, ou les torrents, les oueds qui ont, et ça servira à écrêter les crues avec vos carrières abandonnées. Il n'y a pas un cas dans le Vaucluse comme ça. Et puis après, ils se sont dit, mais pourquoi pas dans les carrières en activité? C'est comme ça que dans le Gard, vous avez 3 immenses carrières qui ont plusieurs millions de mètres cubes de capacité, qui sont en activité, ils sortent les cailloux, les graviers, ils font tout ce que font les carrières dans le Vaucluse, mais en plus, dans le marchandage pour obtenir l'autorisation, eh bien,
ils ont accepté que quand il y a une inondation qui arrive, ils sortent les bulldozers, ils évacuent tout, ils sont inondés, 3 millions de mètres cubes, et après, ça met 2 semaines à partir. Ça a été le deal pour avoir l'autorisation de travailler. Et grosso modo, je termine par là, c'est cette idée qui n'arrive pas à traverser l'idée des Vauclusiens, de la multifonctionnalité. C'est un peu compliqué comme terme, enfin ça devrait pouvoir être compris dans le Vaucluse. On sent la provocation. Un équipement qui sert à quelque chose, qui sert à plusieurs choses à la fois. Alors ça peut être un plan d'eau de loisirs qui sert d'écrêtement des crues comme à Bellegarde, ça peut être des carrières, j'aurai des tas d'exemples, mais je m'arrête pour ne pas être trop long. Merci à vous. Peut-être une réaction déjà sur ce qu'on vient d'entendre, Charlène Descolonges. Merci. Oui, il y a ce genre aussi de réalisation plutôt du côté atlantique, où on voit voilà, en Bretagne. C'est pour des questions plutôt de stockage d'eau pour l'alimentation en eau potable, effectivement. Pourquoi pas? Oui, je pense que ça peut. Maintenant, on peut aussi questionner l'activité et à savoir est-ce qu'on peut continuer en fait, à creuser des trous absolument partout. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais je pose la question. Merci. On va prendre une autre réaction, question, ici, puis ici. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Franck Alimi, je suis coordinateur artistique d'une association d'éducation populaire qui est membre d'un collectif qui s'appelle Réveil 84, qui réunit 46 structures du Vaucluse qui font de l'éveil à l'écologie et au développement durable. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, ça va? Ta réaction Oui, non, c'était une question sur la gouvernance. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a un chemin de l'eau qui se balade. Il y a effectivement des nappes fixes et puis il y a l'eau qui part d'un endroit et qui arrive à un autre. Et il y a de multiples gouvernances sur ce chemin-là. Ma question, c'est est-ce qu'à un moment, il y a on a entendu Madame du département, est-ce qu'il y a une cohésion, il y a un travail qui est fait autour de articuler les actions entre les différents millefeuilles des gouvernances du circuit de l'eau. Allez, qui veut prendre cette question ici? Peut-être le département veut réagir puisqu'il est interpellé. D'être chef de file, c'est en effet permettre l'articulation entre les différentes actions des uns et des autres et de gagner en cohérence sur les actions. Alors, tout à l'heure, vous parliez des eaux souterraines et qui allait avoir la gouvernance. Je n'ai pas la réponse. Mais l'objectif, c'est d'apporter ces réponses-là dans le temps, en fonction aussi des études qui vont être menées et des résultats qui seront apportés. Merci beaucoup. Il y avait une question devant. Il y avait une main levée ici. Merci. Donc, moi, je suis directeur de Envirobat BDM. Bonsoir. Et j'avais trois remarques et 2 questions. Alors, la commençons première, par une remarque et une question. Non, 3 remarques et 2 questions. La première, c'était, j'étais très content d'entendre ce message sur la sobriété et peut-être une piste de réflexion, c'est de s'inspirer de l'énergie, parce que dans l'énergie, ça fait 20 ans qu'on est basé sur les triptyques sobriété, efficacité et ensuite énergie renouvelable. Pour l'eau, ça pourrait être sobriété et nos consommations, efficacité, les fuites d'eau, notre réseau efficace et énergie renouvelable, ça pourrait être le réemploi de l'eau. Voilà. Donc c'est peut-être une piste, en tout cas une base de travail. Donc, votre réflexion, c'est inspirons-nous du travail, notamment dans l'énergie avec Négawatt qui travaille ce sujet. Et en fait, c'est très similaire. Dès qu'on parle de ressources, en fait, on est très proche de l'énergie. Donc voilà. Par exemple. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième remarque, très brièvement, sur les forêts. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais Fibois travaille à ce sujet, a pris conscience qu'en fait, une grande part du parc forestier de la région va disparaître. Non seulement il y a le changement climatique, mais en plus, les arbres sont malades parce qu'ils sont fragilisés. Donc, il travaille à ça, à anticiper cette grande quantité de bois qu'on va avoir. Fibois, c'est les professionnels du bois, de la construction, mais qui rejoint aussi ceux qui produisent le bois, donc tous les terrains. Et donc, il travaille aussi à qu'est-ce qu'on va mettre plus tard comme arbre pour être moins fragile par rapport à ce changement. Troisième remarque, j'étais très content aussi d'entendre ce mot renoncement. Et je vous invite à lire le très beau document qui s'appelle
Politiser le renoncement d'Emmanuel Monin, qui est très très intéressant parce qu'en fait, on renonce déjà, en fait, surtout dans notre région. Enfin, peut-être pas avec la région sud qui renonce pas aux JO d'hiver, mais on renonce déjà, en tout cas, à faire du ski dans certaines stations. Et donc, on est déjà, ce renoncement, il est déjà à l'œuvre, et donc c'est un très bon document de travail. Et j'avais 2 questions. Et les questions. Donc, Voilà. La première, c'était sur la partie des pollutions. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'on connaît bien la pollution de la ressource en eau? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui nous enlève une partie de notre ressource en eau. Et la deuxième question, je ne vous ai pas entendu parler aussi de l'urbanisation et comment on désimperméabilise, comment on réduit voilà, les surfaces perméables. Allez. Et, voilà. 2 questions. On va essayer d'avoir 2 réponses brèves. Donc, sur la partie pollution, peut-être ici, Karine, la Maison régionale de l'eau. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui n'ont pas été abordés. Le temps, le temps ne le permettait pas. On est allé sur la quantité d'eau, l'absence d'eau. Bien sûr, qualité et quantité sont intimement liées. Moins il y aura d'eau, moins il y a de capacité de dilution, plus les pollutions vont se concentrer. Il y a eu des énormes efforts de fait par les stations d'épuration, etc. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, c'était les stations d'épuration, les points noirs, ces largages dans les milieux, etc., etc. Il y a aujourd'hui une haute performance, toutes les communes sont dotées, etc. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup traitent maintenant aussi les phosphates, les nitrates, pour éviter ces eutrophisations, etc. Après, j'ai tendance à dire aussi qu'il y a toute... on ne trouve que ce que l'on ne cherche. Et on parle beaucoup de ces pollutions émergentes qu'on voit aujourd'hui apparaître. Donc, les HAP, issus des produits de combustion, les PFAS, on en parle beaucoup. On a quand même été... L'homme a quand même inventé une liaison dans la nature qui n'existe pas. Le carbone, on a des liaisons entre le carbone, l'oxygène, le carbone, le phosphate, le carbone, le nitrate. On a inventé une liaison qui s'appelle carbone avec du fluor. Et donc, comme cette liaison n'existe pas dans la nature, personne ne peut la dégrader. Et c'est ce qu'on appelle un polluant éternel. Et pourtant, aujourd'hui, les PFAS, on en porte tous. Hein. C'est ce qui fait qu'on imperméabilise nos vêtements, nos chaussures, on les retrouve dans nos matériels de cuisson, etc. C'est des pollutions qu'on ne connaissait pas. Donc, sur les pollutions connues, les pollutions organiques, etc., là, oui, il y a eu des efforts sur les nitrates, les phosphates, etc. Mais aujourd'hui, on invente encore tout le temps des cocktails de molécules, que ce soit dans l'agriculture aussi, hein, on les voit, hein, ces cocktails. Voilà. Donc il y a toujours des nouvelles pollutions émergentes qui apparaissent et sur lesquelles on n'a pas encore de moyens de recherche finement et de systèmes pour pouvoir s'en séparer. On pourra le faire, mais à quel coût? Et ce coût-là, je vous rappelle que tout ce qui est coût, traitement de l'eau et tout, retombe sur le prix du mètre cube aussi. Donc avec des fractures sociales, peut-être, sur la facture d'eau. Sur l'aspect urbanisation, peut-être un point très brièvement. Très rapidement. Mais j'en reparlerai dans la conférence. Et il y a beaucoup alors c'est plutôt axé sur les milieux urbains très urbanisés, grosses métropoles. Mais je vous encourage à aller voir ce que fait le Grès, qui est le pionnier de la désimperméabilisation en France, par des experts et qui entraîne plein d'autres pôles urbains, mais ont du mal à s'adresser en fait aussi aux communes rurales qui ont d'autres problématiques. Et c'est intéressant de voir quelles sont les solutions de désimperméabilisation adaptées en fait à ces milieux-là. On n'aura pas les mêmes solutions, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en œuvre et poussées par l'Agence de l'eau. Il nous reste encore... Oui. Et on va garder les micros, Antoine. Oui, juste, je vais pas loin, mais on peut ici nommer une troisième sobriété qui serait la sobriété foncière. Donc voilà, il faut désimperméabiliser, désartificialiser dans plein de cas, avec plein de bénéfices, effectivement, même si c'est pas simple, mais essayer de moins, voire plus artificialiser. Voilà, c'est l'autre sobriété. Essayons d'être sobre aussi en espace naturel notamment. Merci pour cette précision. Il y a une question ici, ou une remarque, je ne sais pas. Oui, non, c'était Lionel, Terre de Liens, PACA, et je te remercie parce qu'effectivement, je voulais faire le lien entre la terre et l'eau. Et merci aussi d'avoir dit que l'agriculture va avoir un poids
a déjà un poids de 82% là, sur la consommation de l'eau. Donc ça veut dire que c'est là qu'il y a un effort à faire. Mais si on regarde ce qu'est l'hydrologie régénérative, ça veut dire réaménager complètement les espaces agricoles et les systèmes agricoles. Et donc j'en profite parce qu'il va y avoir un aménagement foncier sur Entraigues. Hein, on est sur le bassin des Sorgues. Donc un aménagement foncier, c'est un remembrement. Maintenant, quand on parle de remembrement, tout le monde fuit en disant non, il ne faut pas faire de remembrement. Mais si on introduit des objectifs d'hydrologie régénérative dans les remembrements en PACA, on règle beaucoup de problèmes, et notamment aussi celui de la gestion de l'eau et des risques de crues et tout ça. Mais ça veut dire des travaux connexes qui refont en fonction des points clés et des lignes du paysage, qui refont de la zone humide, qui refont du stockage de l'eau et qui permettent de créer de l'eau, quoi. Enfin, avec des arbres, on crée de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est le département qui a aussi la maîtrise des aménagements fonciers. Donc, et je partage le fait qu'on ne résoudra pas le problème si on ne travaille pas sur un changement de système agrocultural. Il y a les aménagements fonciers, il faut les pousser et les mettre en œuvre. Pareil pour la GEMAPI, hein, ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'inondation. Et donc, ça pose, c'était une bonne question, l'échelle de gouvernance de tous ces niveaux-là pour arriver à avoir un impact réel, pas à faire des petites expérimentations par-ci, par-là. Et la question de la gouvernance, on y reviendra dans ces 4 rencontres, dans ce cycle de 4 rencontres. Forcément, ce sera un des points. Et il y a une question là-bas. Allez-y. Bonjour. Alors, parlez bien dans le micro. Bonjour, Lucie Guermont de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Vous l'entendez ou pas? Non, ok. Alors, je vais parler encore plus fort et encore plus près. Du coup, Lucie Guermont de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Tout d'abord, merci pour les 3 intervenants qui ont fait une super présentation. Et donc, c'était pour vous signaler que... alors, c'est pas sur le territoire du Ventoux ni sur le territoire du département du Vaucluse, mais l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement participe aussi pour accompagner les collectivités et les acteurs publics pour améliorer l'état de l'eau et accompagner pour des démarches plus environnementales et pour la biodiversité, et aussi concernant la connaissance, et notamment... du coup, il y a la Maison régionale de l'eau et le GREC Sud, mais on travaille tous ensemble sur un document qui devrait sortir dans quelques mois, qui s'appelle Regard sur l'eau, qui va apporter des connaissances sur l'état, les pressions et les réponses qui peuvent être apportées sur le territoire. Voilà. Merci à vous. On suivra cette publication. Donc, à plusieurs mains, on a compris, notamment avec la Maison régionale de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions dans la salle? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, merci aussi aux 3 intervenants. Pollueur-payeur, on en parle. On ne vous parlait pas de sanctions. Aujourd'hui, on voit vraiment des gens, des individus qui ont des pratiques qui sont interdites. L'arrosage des jardins en plein été quand c'est interdit, par exemple. Et puis, au-delà, il y a pollueur-payeur. Il y a des gens qui polluent énormément les nappes. Et il va bien falloir aussi se concerter, ok, mais peut-être sanctionner des gens qui ont des pratiques en fait, qui pénalisent l'ensemble. Comment finalement on met un point d'arrêt à certaines pratiques? C'est ça aussi la question. Qui veut dire un mot là-dessus? Karine? Alors c'est bien d'avoir des lois, mais il faut des agents pour contrôler aussi ce qui se passe. Et quand on voit le bashing aujourd'hui qui se fait, soyons très clairs, surtout les agents d'État, nos agences, l'Office français de la biodiversité, qu'on veut voir disparaître, on parlait de l'énergie, l'ADEME qu'on veut voir disparaître, etc. etc. Donc ils sont très peu, la police de l'eau dans le Vaucluse, je ne sais pas combien ils sont, ils doivent être 2 ou 3. Dans le Var, vous voyez le nombre de kilomètres de réseau, etc. etc. Donc oui, voilà, si on veut à un moment donné qu'il y ait une réponse qui soit juridique, eh bien, il faudrait qu'il y ait des agents pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Allez, on va prendre les dernières questions. Monsieur est ici pour terminer. Oh, pardon, excuse-moi. Bonsoir, moi je suis Pierre Michelier de la commune de Caron. Et je suis conseiller municipal et je m'occupe de la régie des eaux de Caron.
Et moi, je suis né il y a un certain nombre d'années. Et quand j'étais enfant, vous parlez des PFAS qui n'existaient pas, mais moi, c'était les pelouses qui n'existaient pas. Ça a été importé. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on gaspille de l'eau potable pour arroser des pelouses qui ne servent à rien, à part le plaisir des yeux. Et moi, j'aimerais que le gouvernement nous donne un coup de main en demandant au préfet tout simplement d'interdire les pelouses. Alors, en Bretagne, je suis content pour eux, ils peuvent, mais nous, dans le Vaucluse, je ne vois pas pourquoi on arrose des pelouses, on gaspille de l'eau potable et on gaspille de l'eau à la pomper, de l'énergie à la pomper. Et ça, bon, ça ne va pas faire plaisir à certains, mais ceux qui font du golf, peut-être, non? Alors, ceux qui font du golf, peut-être. Mais à petit niveau, moi, je vois à certaines périodes, il y a des gens, pendant ma carrière professionnelle, il y a des gens qui ont dit, parce qu'il fallait faire des économies d'eau, moi, je paye mon eau, donc j'en fais ce que je veux. Donc là, il faudrait par exemple que le préfet, dans le Vaucluse, où il y a des risques de manque d'eau, ils disent, les pelouses, ce n'est pas un élément local, ça n'existait pas avant. Eh bien, ça n'existera plus. Et donc renoncer, voilà. Hein, c'est ce qu'on a entendu. Renoncer, voilà. Merci. Mais là, ça fait c'est peut-être du gagne petit, mais pour les communes, ça serait vite gagné. Et c'est aussi des symboles. Merci, Monsieur Michelier. D'ailleurs, la prochaine conférence, ça se passera à Caron. Vous êtes au courant? Le 11 décembre. Le 11 décembre. On va parler de sobriété aussi. Une réaction? Allez. Vous me faites... J'ai vu une expérience là-dessus, pareil, hein, on parle beaucoup de pelouse, et j'ai adoré un élu je vais le citer, c'est dans les Bouches-du-Rhône, la commune de Jouques, qui en peut plus de voir des pelouses, des lotissements qui se font avec des pelouses, etc. Ne pouvant réglementer la pelouse, il a décidé de mettre une grande campagne de bashing sur la pelouse et de rendre la pelouse ringarde à travers des campagnes d'affichage, des collectifs citoyens, etc. Et j'ai trouvé juste que c'était super innovant et pertinent comme méthode de faire du bashing de la pelouse. Bashing pelouse, voilà. Allez, il y a une dernière question ici pour terminer. Parce qu'après, on va aussi avoir un moment convivial quand même, qu'on ait encore le temps donc, Arnaud Milion, de boire un verre ensemble. Société CRS Flore, voilà, on produit du végétal d'origine sauvage. Bon, bonsoir Arnaud. Merci. Et merci d'ailleurs de nous avoir mis tous ces végétaux ici, quelques-uns, et puis dans la salle de la boiserie, vous verrez, et dans le hall. Avec grand plaisir. Je rebondis sur la mode des pelouses, parce que maintenant c'est la pelouse synthétique, donc je vais m'arrêter là-dessus, déjà d'entrée de jeu. Moi, je veux revenir sur les cours d'eau et sur les graviers, notamment sur les carrières. À une époque, il y a eu des extractions massives de graviers sur les ligues méditerranéennes, notamment sur l'Ouvèze ou ailleurs. Bon, heureusement que ça s'est arrêté, la loi a fait son boulot, sauf qu'on constate encore les effets. Si on va sur l'Ouvèze à Sablé, on a un cours d'eau qui est complètement enfoncé dans son lit, donc qui vient également tirer la nappe. Ça, c'est le résultat d'années et d'années d'extraction en rivière. Comment rétablir aujourd'hui ce souci-là, notamment sur les cours d'eau méditerranéens et pas que? J'ai appris dernièrement que le syndicat d'Adurance réinjectait de manière massive du gravier dans le lit. Voilà, j'aimerais avoir un regard là-dessus aujourd'hui, comment revenir à ce problème-là, puisque ça vient tirer sur la ripisylve, la végétation riveraine, et on a des effets qui sont assez impactants justement sur le côté de l'eau verte, comme vous le citiez justement. Merci pour cette question, Charlène Descolonges. Et on va terminer là-dessus. Je vais répondre par une question. Est-ce que vous aimez les castors? Je vous invite, on va faire... alors, soit ils sont là et c'est tant mieux, et il faut leur faire vraiment de la place, soit on les imite et on le fait nous-mêmes. Pourquoi pas? Mais en vrai, je pense qu'il y a un énorme potentiel à ce niveau-là qu'on a sous-estimé. Et évidemment, il ne viendra pas résoudre tous les problèmes qui vont s'éterniser, enfin, pas s'éterniser, mais se prolonger dans le temps pendant plusieurs années, notamment le déficit sédimentaire. Mais en vérité, si on l'étudie bien, il y a des possibilités de recharge. Et en fait, c'est ça la régénération. La régénération, c'est activer les processus et le partager avec l'ensemble du vivant. Et l'un des principes de la régénération low-tech fondée sur les processus en rivière, c'est de proposer des aménagements type castor, manche-berge, épis érosifs pour recharger en sédiments. Mais ça, du coup, ça demande une règle, encore une fois la règle d'or, redonner l'espace à la rivière. Si on la contraint toujours pareil dans ces berges,
elle ne sera pas capable d'aller chercher les sédiments coincés dans les berges, d'abattre les végétaux. Il y a aussi une chose, c'est un héritage très ancien, très lointain, que certains élus n'ont toujours pas encore bien intégré. On a affamé les rivières en structure de bois. On a enlevé systématiquement le bois dans l'eau parce qu'il y avait... On m'a appris aussi à la fac, il faut enlever le bois dans l'eau parce que ça fait des risques d'embâcle et sur inondation, etc., etc. Ça fait des risques d'embâcle là où il y a des bouchons en fait, c'est-à-dire des ponts, c'est-à-dire des voies. Et en fait, les forêts, les rivières ont coévolué ensemble pendant 400 millions d'années. Il y avait des embâcles. Ça a posé de problème à personne. C'est à partir du moment où on est venu avec nos infrastructures que ça pose des problèmes. Alors je dis pas qu'il faut laisser du bois absolument partout. Je vous renvoie à la littérature scientifique. Guillaume Piton qui fait un travail remarquable aussi de mise en application de là où est-ce qu'on laisse le bois, là où est-ce qu'on l'enlève pour protéger les enjeux. Mais en fait, en vérité, on peut laisser le bois absolument partout. 80% du bois mort qu'on retrouve après une crue majeure dans la rivière, c'est du bois vert, c'est pas du bois mort. Il faut le laisser dans la rivière. Le bois mort permet de recharger les rivières en sédiments et réactiver les processus pour reconnecter la rivière dans son ensemble. Merci beaucoup, Charlène Descolons. Je crois qu'on peut les réapplaudir tous les trois. Et puis, le temps est venu pour moi de vous remercier d'être venus nombreux pour ce temps professionnel. Ne partez pas tout de suite. Il y a encore un moment convivial. On va installer 2 tables derrière. Et je vous demanderai d'aller boire peut-être un verre au bar. On a dû vous remettre des tickets. Et vous pouvez boire soit une bière de la brasserie La Comédienne ou du domaine de la ferme Saint-Martin qui nous mettent à disposition des produits en agroécologie et uniquement ce soir. Il y a de l'eau, forcément. Mais il y a beaucoup d'eau et c'est peut-être l'eau végétale, hein, je crois, dans les produits que j'ai cités. Juste pour terminer, s'il vous plaît, encore 30 secondes d'attention. Je voudrais remercier à nouveau nos partenaires, le projet Leader, bien sûr, le parc, l'entreprise Coquelicot Provence, le réseau Envirobat BDM et aussi CRS Flore, j'en ai parlé pour les plantes, et bien sûr Biocop, les Biocop du Vaucluse qui nous préparent ce cocktail que vous allez pouvoir déguster, celle de Carpentras en particulier qui coordonne ce moment avec Loki Kombucha et puis les autres que j'ai déjà cités. Voilà, à tout de suite, bonne dégustation.